Bonjour, bienvenue à notre webinaire intitulé La déprescription en contexte de chute chez les aînés, par où commencer? Présenté par Loop, la communauté engagée pour la prévention des chutes. Je m'appelle Hélène Gagné, je suis la directrice du programme de prévention des chutes à Parachute. Avant de commencer la présentation, nous tenons à reconnaître le territoire sur lequel nous vivons et travaillons comme étant un territoire ancestral non cédé des peuples autochtones du Canada, c'est-à-dire les Premières Nations, les Inuits et les Métis, dont la présence remonte ici à des temps lointains. Nous respectons et exprimons les droits et le titre des peuples autochtones du Canada et signifions notre respect envers les aînés autochtones du passé, du présent et de l'avenir. Observons quelques instants de silence pour reconnaître le territoire sur lequel nous avons individuellement élu domicile. À ce point-ci, j'aimerais vous faire part de quelques détails techniques. Je présume que vous êtes tous familiers avec la plateforme Zoom. Toutefois, si ce n'est pas le cas et vous avez une question d'ordre technique durant la présentation, écrivez-la dans la boîte de discussion située au bas de votre écran. Ma collègue Michelle Duckman aura un œil sur cette boîte tout au long de la présentation et sera en mesure de vous répondre. Vous pouvez aussi transmettre vos questions sur le sujet du webinaire à la conférencière à l'aide de la boîte de questions située en bas de votre écran qui s'appelle Q&R. Toutes ces questions feront l'objet d'une période de questions à la fin du webinaire. Vous pourrez lire dans cette boîte seulement vos questions, pas celles posées par les autres participants. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. D'ici quelques jours, ma collègue Michelle vous transmettra la présentation PowerPoint ainsi que le lien vers l'enregistrement sur YouTube. Je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà membres de Loop, mais pour ceux qui ne sont pas, nous vous encourageons à vous inscrire. Loop est la plateforme de communication en ligne gratuite que la communauté de pratique en prévention des chutes utilise pour rassembler des membres de partout au Canada afin de résoudre des problèmes et de discuter de la façon de mettre en œuvre des pratiques de prévention des chutes prometteuses et fondées sur des données probantes. Voici quelques-uns des services fournis par Loop que vous voyez sur votre écran. Je vous rappelle encore que le lien de l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation de notre conférencière seront affichés sur Loop dans quelques jours. J'aimerais maintenant vous présenter Louise Papillon-Ferland. Louise Papillon-Ferland est pharmacienne, professeure adjointe de clinique en gériatrie à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et professeure de clinique affiliée à la chaire pharmaceutique Michel Saucier en santé et vieillissement. Vous pouvez consulter la biographie complète de Louise dans le calendrier de Loop. Sans plus tarder, je cède la parole à Louise qui pourra maintenant partager son écran avec vous. Merci, Madame Gagné. Donc, je vais partager mon écran. Juste me confirmer que tout fonctionne. Oui, c'est beau. Parfait. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, je vous remercie de l'invitation. On m'a demandé de parler justement de déprescription dans un contexte de chute chez nos aînés. Donc, un peu par où on commence et tout. Madame Gagné a mentionné que je suis professeure à la faculté. D'un point de vue clinique, comme pharmacienne, je suis impliquée à l'Institut de gériatrie au centre ambulatoire où j'évalue des patients qui, justement, ont fréquemment des chutes. Donc, c'est des questions qu'on se pose souvent en clinique. Alors, je voulais juste mentionner que je n'avais pas de conflit d'intérêt en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Et au niveau des objectifs, ce qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui, c'est trois choses. Donc, identifier les médicaments qui augmentent le risque de chute chez les aînés. Donc, de ce point de vue-là, je vais réviser les principales données probantes qui sont disponibles. Ensuite, ça va être de décrire des outils disponibles pour réviser les médicaments en contexte de risque de chute parce qu'on sait que parfois, comme clinicien, on n'a pas toujours le temps d'aller relire les articles et les études. Donc, est-ce qu'on a des outils qui nous font un peu un sommaire ou un résumé de ces données-là? Et finalement, tout au long de la présentation, je vais peut-être essayer de donner des pistes à savoir comment on pourrait faire pour prioriser les médicaments à déprescrire en contexte de chute, parce que vous allez voir que souvent, chez un patient, on n'identifie pas nécessairement un seul médicament qui peut contribuer au risque de chute, mais plusieurs médicaments.
Alors, j'ai pensé de peut-être commencer avec un cas pour rendre ça un petit peu plus concret. Donc, c'est un cas qui est inspiré de plusieurs patients que j'ai vus dans ma pratique. Donc, c'est le cas de M. Victorin. Alors, M. Victorin a 85 ans et on apprend qu'il a perdu conscience suite à un étourdissement et qu'il est tombé dans sa salle de bain. De façon heureuse, cette fois-ci, il ne s'est pas fait mal, mais on s'entend qu'on voudrait quand même prévenir d'autres chutes. Alors, M. Victorin, il est connu parmi ses antécédents pour un AVC. C'est un patient qui fait de l'hypertension, de la dyslipidémie, il est diabétique, fait du glaucome et aussi fait une dépression dans le passé. C'est un patient qui demeure à domicile avec son épouse. Il est quand même autonome de façon générale, donc pour ses activités de la vie quotidienne et de la vie domestique. C'est un monsieur qui conduit sa voiture encore, il marche avec une canne, donc qui est relativement, comme je le mentionnais, encore autonome. Et point de vue de ses médicaments, c'est un patient qui est à domicile, qui prend ses médicaments par lui-même. Donc, ses médicaments sont préparés en vial par la pharmacie et de façon générale, il connaît quand même bien sa médication. Si on regarde de façon un peu plus détaillée, quels sont les médicaments que prend M. Victorin? Il a quand même une liste qui n'est pas la plus longue que j'ai vue dans ma pratique, mais qui prend quand même plusieurs médicaments. Donc, de l'aspirine, du zopiclone, qui est un sédatif, donc qui est prescrit au besoin, mais qu'il prend régulièrement, du cilazapril pour de l'hypertension, du ripaglinide, pour le diabète, d'oxazocine, amlodipine, donc des médicaments aussi pour l'hypertension, de la sertraline, un antidépresseur. Il a un diurétique hydrochlorothiazide, le prégabaline, qui peut être parfois donné pour des sortes de douleurs neuropathiques, des gouttes pour les yeux pour son glaucome, bisoprolol, donc un autre antihypertenseur, et une statine pour la dyslipidémie. En complétant l'histoire médicamenteuse avec M. Victorin, il nous dit aussi qu'il prend une multivitamine et il prend un médicament vente libre dont il ne se souvient pas trop le nom, mais qui serait un relaxant musculaire qu'il prend de façon occasionnelle. Alors, on va essayer de voir comment on aborde en fait la révision des médicaments chez un monsieur comme ça. Mais peut-être avant de parler spécifiquement de médicaments, j'aimerais juste situer, en fait, quand on parle de la révision ou de la déprescription des médicaments dans un contexte de chute, finalement, ça s'inscrit dans quel autre processus global? Puis je suis certaine que l'auditoire d'aujourd'hui est quand même très familier avec l'évaluation des chutes, mais il faut toujours se souvenir que les chutes, les facteurs de risque sont multifactoriels. Donc, ça peut être un comportement inadéquat ou impulsif qui va contribuer aux chutes. Ça peut être un environnement non adapté, soit au niveau de l'éclairage ou des tapis. Ou, là, aujourd'hui, on a du verglas. On espère qu'il n'y aura pas trop de chutes. Il y a aussi toutes sortes de facteurs intrinsèques aux patients, que ce soit des facteurs médicaux, par exemple. Est-ce qu'il y a un trouble visuel qui contribue aux chutes? Est-ce qu'il y a des neuropathies périphériques qui font que notre patient n'a pas une bonne sensation au niveau de ses pieds? Et la médication est naturellement un des facteurs qui fait partie de ça. Donc, il faut vraiment voir la médication comme un des éléments qui est à évaluer parmi plusieurs choses. Et d'un point de vue plus global, c'est certain qu'avec les chutes, on veut prévenir les conséquences qui sont les fractures et ce qui vient aussi influencer en fait le fait qu'une chute va conduire aux fractures. Naturellement, la caractéristique de la chute, donc si on tombe de plus ou moins haut sur une surface dure, et la vulnérabilité physiologique, on pourrait penser à un patient qui serait déjà très ostéoporotique, donc en tombant, on va avoir plus de risque de se fracturer quelque chose. Donc, au niveau de la médication, c'est certain qu'il faut se poser la question de la prévention de l'ostéoporose en contexte de chute, mais je n'aborderai pas ce thème-là aujourd'hui parce que ça serait un peu trop long avec la durée qui m'est allouée. Donc, si on poursuit, aussi dans le contexte là, de juste situer où la révision de la médication est,
pour la prévention des chutes. Je ne sais pas si tout le monde a déjà vu cet algorithme-là, mais il est tiré des lignes directrices mondiales sur les chutes qui ont été publiées l'an dernier. Donc, on se rappelle que pour nos patients, il faut vraiment essayer de dépister si on chutait récemment, donc dans les 12 derniers mois, et on vient stratifier les patients selon le risque de chute. Donc, si on prend la droite de l'algorithme, on peut évaluer la sévérité avec différents éléments. Donc, est-ce qu'il y a eu une blessure? Est-ce qu'il y a eu plusieurs chutes dans l'année? Et finalement, quand on vient questionner M. Victorin, il nous mentionne justement que il y a eu, c'est pas sa première chute, puis qu'il est tombé déjà à 2-3 reprises dans la dernière année. Donc, M. Victorin, notre patient, tomberait dans la catégorie plutôt de risque élevé. On peut aussi se demander si c'est un patient qui est fragile. Est-ce que c'est un patient qui est resté au sol ou qui était incapable de se relever? Et un patient qui a perdu conscience ou pour lequel on suspecte une syncope. Donc, c'était aussi le cas de M. Victorin. Alors, quand on a un patient qui catégorise un haut risque de ce point de vue-là, les lignes directrices mondiales recommandent vraiment d'aller faire une évaluation qu'on dit multifactorielle, donc d'évaluer tous les facteurs de risque. Par exemple, on a parlé de l'environnement, ça peut être la vision, la mobilité, etc. Et des médicaments en font partie à ce moment-là, donc de faire une bonne révision de la médication. Quand un patient ne cadre pas dans le risque élevé, mais qui cadre dans un risque qu'on qualifierait de faible à intermédiaire, c'est certain qu'au niveau de la médication, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas la regarder du tout. Les principes de bonne prévention s'appliquent, mais les lignes directrices mondiales vont aller cibler vraiment les interventions plus sur l'éducation globale, sur tout ce qui est exercice physique et de privilégier l'évaluation très poussée chez nos patients à haut risque. Alors, ça nous amène justement à se demander, bon, on veut évaluer les médicaments qui contribuent aux chutes, donc il faut vraiment procéder à une révision globale de la médication pour cibler ceux-ci, puis les évaluer. Et pour faire ça, bien, il faut s'assurer d'avoir toutes les bonnes données requises. Alors, moi, je travaille en gériatrie, donc il y a quand même plusieurs éléments qu'on va aller chercher quand on rencontre le patient et la famille pour avoir vraiment les bonnes données et pouvoir bien prioriser nos interventions par la suite. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Si je commence en fait par la section du bas, quand on fait le bilan comparatif des médicaments avec le patient, donc on va avoir une bonne histoire de tout ce que le patient prend à la maison. La chose importante en gériatrie, c'est vraiment d'aller questionner au niveau de la gestion de la médication et de l'adhésion, parce que si un médicament n'est pas pris tel que prescrit ou est pris différemment, naturellement, ça va biaiser notre interprétation quand on va vouloir cibler les médicaments qui contribuent aux chutes. S'il y a eu un changement récent, naturellement, ça peut être un médicament qu'on va pouvoir cibler, à savoir est-ce que c'est un changement qui aurait pu affecter l'équilibre de ce patient-là. La fréquence des PRN, donc les médicaments qui sont prescrits au besoin quand on va parler des sédatifs. Donc, si un médicament est pris tous les jours ou qui est pris une seule fois par année, par exemple, ça ne sera pas le même risque. Donc, c'est important d'aller s'informer à ce niveau-là. Et peut-être une petite note chez les personnes âgées, on peut avoir des patients qui ont de la difficulté à avaler la médication. Donc, est-ce que soit ils croquent ou ils écrasent ou est-ce qui ont besoin, quand c'est liquide, d'autres adaptations. Parce que si on fait le parallèle au niveau des chutes, bien, un médicament, par exemple, qui serait à libération prolongée, qui serait écrasé par le patient ou qui serait coupé, bien, à ce moment-là, ça pourrait affecter la libération et avoir des concentrations beaucoup plus élevées rapidement, puis venir contribuer au risque de chute. Alors, ça fait partie des choses de base qu'on demande. Si je reviens à la section du haut, finalement, c'est certain que au niveau des chutes, on va identifier souvent plusieurs médicaments qui vont y contribuer. Puis, pour nous aider à prioriser ceux-ci, ça va être important d'avoir ciblé, bien, c'est quoi les objectifs de façon plus globale au niveau de la santé ou de la vie.
la vie de notre patient pour voir quels médicaments sont nécessaires d'être poursuivis. Donc, ça, c'est vraiment une des choses très importantes. Ensuite, au niveau de l'histoire, c'est certain que si on a un patient avec des troubles cognitifs ou certains troubles au niveau de la communication, comme un trouble auditif, donc on va être vigilant puis on va s'adapter et on va souvent aller chercher de l'information, disons, d'autres personnes qui entourent le patient, que ce soit la famille ou les soignants, quand on a besoin de corroborer de l'information à ce niveau. Au niveau du médical, c'est certain qu'on va regarder tous les antécédents, les problèmes médicaux, mais moi, je vais rechercher systématiquement les syndromes gériatriques. Là, aujourd'hui, on parle des chutes, mais il faut aller chercher aussi tous les autres syndromes gériatriques qui vont nous aider à mieux prioriser les médicaments qui pourraient contribuer potentiellement aux chutes. Donc, est-ce que notre patient a perdu du poids? Est-ce que notre patient a des troubles cognitifs, etc.? Et de la même façon, d'aller s'informer au niveau du statut fonctionnel et social, donc les activités de la vie quotidienne, domestique. Est-ce que notre patient vit seul? Est-ce qu'il y a de l'aide? Ça va nous aider à voir les interventions qu'on peut mettre en place et le soutien qu'on a autour du patient quand on va vouloir peut-être mettre en place un processus de déprescription, par exemple. Donc, le poids chez nos personnes âgées, je pense qu'on n'insiste jamais assez. C'est un élément important parce que quand il y a une perte de poids, ça peut naturellement affecter l'effet de nos médicaments. Et le message clé au niveau là, de la liste de médicaments, c'est de vraiment s'assurer de savoir ce que notre patient prend réellement. Alors, quand on a plusieurs choses à aller chercher, à aller penser, donc un aide-mémoire qui pratique possiblement certains d'entre vous connaissez déjà, pour justement aller rechercher un peu tous les autres syndromes gériatriques. C'est ce qu'on appelle les signes aînés. Donc, en fait, c'est un acronyme qui aide à bien compléter là, le questionnaire là, au niveau clinique. Donc, questionner au niveau de l'autonomie, de la mobilisation, au niveau de l'intégrité de la peau, la nutrition et l'hydratation. Donc, est-ce que notre patient est déshydraté, hein, pourrait contribuer à l'hypotension orthostatique, par exemple. Est-ce qu'il y a des troubles au niveau de l'élimination, comme de l'incontinence urinaire? Est-ce qu'il y a des troubles cognitifs ou du comportement? Et finalement, comment est le sommeil? Alors, quand on pense à cet acronyme-là, bien naturellement, les chutes s'inscrivent bien dans le A du ANI. Donc, on pose les différentes questions, mais au niveau des chutes, bien là, pour M. Victorin, vous le savez déjà, je vous ai dit qu'il avait chuté, mais une chose importante en clinique, c'est naturellement d'aller s'informer si notre patient est tombé parce qu'ils ne vont pas nécessairement nous le dire. Donc, c'est vraiment la première étape, c'est d'aller chercher cette information-là. Donc, êtes-vous tombé dans la dernière année? Est-ce que vous avez, parfois, ils ne tombent pas, mais ils sont presque tombés. Donc, avez-vous peur de chuter ou de tomber? Vous sentez-vous instable quand vous vous levez ou quand vous marchez? Ça fait partie vraiment des questions de dépistage là, pour aller chercher cette information-là. Puis aussi, d'aller vérifier s'il y a une aide technique à la marche. Ça peut nous pister déjà sur le risque de chute. Ensuite, quand je poursuis avec, mettons, la collecte de données, qu'est-ce que je vais chercher au niveau du patient? On sait qu'on va potentiellement vouloir réviser la médication, identifier des médicaments à possiblement réduire ou cesser. Donc, il y a un questionnaire qui est quand même très utile à ce niveau-là. C'est un questionnaire qui s'appelle le Patient's Attitudes Toward Deprescribing. Donc, c'est un questionnaire d'attitude face à la déprescription. Le questionnaire initial a 22 questions, a été validé en français. Donc, pose des questions, ça peut être soit sur le fardeau de la médication, quelle est la pertinence que les patients trouvent par rapport à leurs médicaments, les inquiétudes face à l'arrêt de ceux-ci. C'est quand même un questionnaire qui est un peu long. Il y avait eu un clinicien avec qui on a déjà travaillé ici, Michel Tassé, qui avait, avec une patiente partenaire, ciblé des questions pour en faire un peu une version un peu plus courte
qu'on aime bien utiliser en pratique. Donc, voir un peu la perspective du patient à la base. Est-ce qu'il trouve qu'il prend beaucoup de médicaments ou est-ce qu'il se sent bien avec la quantité de médicaments qu'il prend? Est-ce qu'il pense que tous ces médicaments sont essentiels? Ça, je pense que ça amène une piste, soit si on identifie un médicament qui peut contribuer aux chutes, bien, est-ce que c'est un médicament que le patient pense qu'il n'a pas absolument besoin ou s'il pense que oui, bien, peut-être qu'à ce moment-là, ça va prendre de l'éducation pour expliquer quels sont les risques associés à ce médicament-là. Est-ce qu'il y a des alternatives qui seraient plus sécuritaires? Il y a une autre question qui demande aux patients, est-ce qu'ils pensent qu'il y a déjà un effet secondaire associé aux médicaments? Donc, ça peut nous pister parfois sur des choses à prioriser. Ces médicaments, moi, j'avais eu un patient justement récemment en clinique. En fait, c'est une patiente dont son époux divisait la médication en deux parties parce qu'il disait que son épouse était trop assommée s'il donnait tout d'un coup. Donc, clairement, il y avait quand même des effets indésirables avec la médication. Et une question qui, finalement, la cinquième, qui va un peu explorer, bon, si on avait des recommandations pour réduire le nombre de médicaments ou la dose, est-ce que vous seriez d'accord? Donc, c'est quoi l'ouverture du patient? Et des fois, ils vont nous dire, oui, mais celui-là, j'aimerais mieux pas y toucher. Donc, ça nous aide à prioriser aussi ou à voir quelle sorte d'enseignement on peut faire à ce niveau. Donc, quand on veut évaluer les médicaments qui contribuent aux chutes, on peut reprendre en fait les principes globaux de la déprescription. Donc, peut-être juste pour réviser, c'est quoi les étapes globales de la déprescription? En premier, c'est vraiment d'identifier les médicaments potentiellement inappropriés et de déterminer si la dose pourrait être réduite ou le médicament peut être arrêté. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça serait les médicaments qui peuvent contribuer au risque de chute. Par contre, il faut vraiment se rappeler que ce n'est que la première étape parce qu'il faut naturellement engager le patient et son proche aidant dans ce processus-là pour voir en fait son ouverture, pour voir lequel, lui, parfois, quand on en a plusieurs, lequel il serait prêt à essayer de réduire, etc. Ensuite, de planifier une diminution de dose. Il y a plusieurs médicaments, je vais y revenir, qui vont nécessiter un sevrage. Donc, on va faire ça progressivement. Et vraiment, ça va prendre un suivi pour aller vérifier qu'on n'a pas de symptômes de sevrage ou un retour des conditions pour lesquelles le médicament était donné. Et en tant qu'équipe interdisciplinaire, c'est important de documenter clairement c'est quoi notre plan et les résultats pour que ça soit vraiment clair pour l'équipe et qu'on puisse travailler de façon synergique ensemble. Alors, si on part avec la révision de la médication, bien, la première étape, naturellement, on regarde les problèmes de santé de notre patient, on regarde quel traitement il reçoit pour chaque problème et déjà là, on se rend compte parfois qu'il y a des médicaments pour lesquels on ne sait pas pour quelle indications sont données ou qu'il y aurait peut-être des duplications. Et une chose très importante, puis au niveau des chutes, c'est ça qu'on va regarder, bien, est-ce qu'il y aurait des causes médicamenteuses qui pourraient contribuer aux problèmes de notre patient? Puis, ce processus-là va nous aider à identifier, par exemple, si un médicament a été débuté avant l'apparition d'un problème de santé, bien, est-ce que ça pourrait être le début d'une cascade médicamenteuse? On se rappelle d'une cascade médicamenteuse chez les personnes âgées. C'est quand on commence un médicament, qu'il y a un effet secondaire et qu'on donne un autre médicament pour traiter l'effet secondaire. Donc, on crée une cascade de ce point de vue-là. Et parmi les problèmes de santé, quand on fait un peu ce schéma-là, ce qu'il faut faire attention, et ne pas oublier, c'est vraiment d'intégrer les syndromes gériatriques et dont les chutes ou les troubles d'équilibre pour aller vraiment penser de façon systématique, est-ce que j'ai des médicaments qui contribuent au risque de chute, mais ça peut être aussi, par exemple, aux troubles cognitifs, à la dénutrition, etc. Donc, vraiment faire une vision entière à ce niveau-là. Alors, si on fait ce processus-là avec notre monsieur Victorin, en fait, on se rend compte, bon, il avait l'aspirine pour son AVC, on se rend compte qu'il a plusieurs antihypertenseurs. Donc, déjà là, on va pouvoir se poser la question, est-ce que c'est nécessaire qu'il ait tous ces médicaments-là pour son hypertension? Comment sa tension est contrôlée? Est-ce qu'il a des effets indésirables associés à ceux-ci? Donc, on va pouvoir aller fouiller un petit peu plus loin. Il a
un médicament pour le diabète. Et il y a une chose ici qu'on se rend compte de façon très évidente, c'est qu'il y avait plusieurs médicaments, donc son sédatif, la prégabaline, que c'était pas si clair que ça quand on fait ce tableau-là avec la liste de ces problèmes, pourquoi ils étaient donnés. Donc, il va falloir souvent les questionner, aller fouiller un petit peu plus. Est-ce que les opiclones étaient pour le sommeil? La prégabaline, c'était pourquoi? Est-ce qu'il y avait une problématique de douleur? Est-ce que ça a aidé? Est-ce que ça vaut la peine de le continuer? Puis le relaxant musculaire, justement, aussi dans quel contexte il prend ça. Ça, c'est un peu l'étape de base qui nous piste déjà pour ce patient-là sur des médicaments qui ne sont pas très, très clairs là, pourquoi ils sont donnés. Mais maintenant, ce qu'on va vraiment s'attarder, ce sont les causes potentielles ou disons les causes de médicaments qui peuvent contribuer au risque de chute. Alors, quand on veut justement aborder là, cette problématique-là, il faut se rendre compte que les médicaments peuvent contribuer au risque de chute par de multiples mécanismes. C'est un peu ça qu'il faut aller rechercher chez notre patient. Donc, un médicament pourrait contribuer au risque de chute parce qu'il cause de la somnolence ou de la sédation, pourrait contribuer parce qu'il rend notre patient plus confus ou lui occasionne des troubles cognitifs, donc notre patient est peut-être moins alerte ou prend les moins bonnes décisions. Ça pourrait être par de l'hypotension orthostatique, donc ça, je pense que c'est assez évident. Ça pourrait être en occasionnant un trouble de la mobilité. Donc, on a des médicaments, par exemple, comme les antipsychotiques qui peuvent causer des effets extrapyramidaux, rendre nos patients plus rigides, ralentir la démarche, donc un peu des signes de parkinsonisme qui pourraient contribuer aux chutes. Mais j'ai écrit et plus parce qu'il faut vraiment, je pense, un peu agir en tant que détective et parfois, il y a tout un effet indésirable qu'on ne soupçonne pas, mais qui fait que ça peut affecter quand même le risque de chute de notre patient. On peut penser à de l'hypoglycémie, par exemple, avec nos médicaments pour le diabète. Une chose à ne pas négliger non plus, c'est de demander aux patients si ils prennent de l'alcool, parce que c'est documenté dans la littérature que de prendre particulièrement des psychotropes avec de l'alcool, bien, ça va augmenter le risque de chute. Donc, l'alcool en soi, oui, mais de le combiner avec les médicaments, c'est un risque supplémentaire. Maintenant, je voulais, la prochaine étape, ça va être un peu de réviser les données probantes. Donc, c'est quoi les classes qui ont été démontrées là, ayant augmenté le risque de chute. Et dans la littérature, quand on regarde les données probantes, ce que vous allez voir, c'est ce qu'on appelle des FRIDS, donc des Fall Risk Increasing Drugs. Donc, si on regarde en fait les données qui sont disponibles, il y en a beaucoup au niveau là, de la littérature, mais il y a vraiment de façon plus contemporaine une série de méta-analyses qui a été publiée il y a quelques années. Donc, ils ont fait une partie 1, une partie 2, une partie 3, donc sur les différentes classes de médicaments, où ils ont inclus des études pour voir les patients de 60 ans ou disons au moins qu'il y ait une moyenne d'âge de plus de 70 ans. C'est des études qui avaient évalué le risque de chute avec les médicaments. Donc, je vais vous faire un sommaire de ces 3 méta-analyses-là. On peut commencer avec finalement les psychotropes. Donc, les psychotropes, au niveau des données probantes, il y avait quand même beaucoup d'études qui étaient disponibles. Là, il y avait presque 250 études. Et ce qui ressort comme classe de psychotropes qui peut augmenter le risque de chute, ce sont les antipsychotiques, les antidépresseurs. Et au niveau des antidépresseurs, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que de façon générale, on évite ce qu'on appelle les antidépresseurs tricycliques chez la personne âgée parce qu'ils sont plus de risque d'occasionner des effets indésirables anticholinergiques, de l'hypotension orthostatique. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les autres classes d'antidépresseurs, comme les ISRS, et par exemple, M. Victorin, la sertraline fait partie des ISRS, bien, c'est aussi rapporté pouvant affecter le risque de chute. Donc, il n'y a pas une classe qui est carrément dénuée de ce risque-là. Par contre, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on n'a pas vraiment traité la dépression. Donc, ça, c'est quand même très important. Mais ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que quand c'est un épisode, est-ce que le traitement est encore requis ou est-ce que le traitement est complété et on peut venir considérer une déprescription?
Au niveau des sédatifs comme les benzodiazépines, le risque est documenté autant avec les molécules qui sont dites à plus courte action qu'à plus longue action. Dans cette méta-analyse-là, il y avait quand même un risque peut-être avec une tendance un peu plus élevée avec les longues actions, mais de façon globale, on ne peut pas dire que les benzodiazépines qui agissent moins longtemps sont plus sécuritaires pour les chutes, donc ils contribuent aussi au risque de chute. Quand on fouille un petit peu cette méta-analyse pour voir les autres informations utiles qu'elle nous donne, en fait, au niveau des antipsychotiques, il y en avait beaucoup qui étaient des anciennes classes qu'on appelle les antipsychotiques typiques qui étaient inclus comme l'allopéridol, mais la méta-analyse nous dit quand même qu'avec les molécules qu'on utilise de façon plus contemporaine, donc qu'on appelle les antipsychotiques atypiques, on pense par exemple à la risperidone, la lanzapine, la quetiapine, bien, le risque était quand même présent, le risque de chute, donc c'est quand même une classe à considérer à ce niveau-là. Et au niveau des antidépresseurs, quand on regarde les détails de la méta-analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'on note qu'il y a quand même un effet dose dépendant. Donc, si on a un antidépresseur qui est requis, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut utiliser la dose minimale efficace? Donc, est-ce qu'il y a moyen de peut-être réduire la dose tout en faisant attention de ne pas avoir une décompensation des symptômes dépressifs, mais d'assurer d'avoir la dose adaptée à notre patient? Ensuite, ce qui ressortait aussi, c'est que le risque, il est particulièrement présent quand on débute le traitement, donc peut-être d'avertir à nos patients de débuter des petites doses et de les augmenter tranquillement et naturellement de regarder les autres facteurs de risque qui peuvent être minimisés. Et dans le fond, la méta-analyse regardait principalement les antidépresseurs tricycliques et la classe des ISRS. Il y avait quand même quelques données avec d'autres classes d'antidépresseurs qu'on voit fréquemment chez nos personnes âgées, comme la venlafaxine, la mirtazapine ou la trazodone. Et le risque était aussi documenté, comme quoi que ces médicaments-là, ces antidépresseurs-là peuvent augmenter le risque de chute. Alors, si je poursuis avec les psychotropes, en fait, et avec la trazodone, dans le fond, peut-être une petite note, parce que quand on se demande au niveau des sédatifs, on se fait souvent poser la question, est-ce que je peux changer, par exemple, la benzo pour de la trazodone ou vice-versa? Est-ce qu'il y en a un qui est plus sécuritaire que l'autre au niveau des chutes? Donc, ça, c'était seulement pour vous donner une idée d'une étude qui a été publiée là, en 2018. Ça avait été fait en Ontario en regardant dans des patients en soins de longue durée, est-ce que finalement, il y aurait une incidence cumulative différente de blessures secondaires à une chute, soit avec la trazodone à faible dose ou soit avec des benzos. Et vous voyez clairement que les deux courbes sont superposées. Donc, il n'y avait pas une molécule qui était nécessairement plus sécuritaire à ce niveau-là. Le même groupe de chercheurs a publié d'autres données un peu dans le même schéma de pensée. Donc, en 2018, avait aussi regardé le risque entre la faible dose de trazodone et les antipsychotiques atypiques, donc parfois donnés pour le sommeil, mais aussi pour l'agitation. Et le risque de chute n'était pas nécessairement différent, là, le risque de fracture. Donc, de ce point de vue-là, on ne pouvait pas dire que la trazodone était une alternative pour les chutes du moins. Et de façon plus récente, cette année, ce groupe de chercheurs a regardé est-ce que la zopiclone et la trazodone, il y aurait un risque différent et les résultats sont un peu dans la même veine, c'est-à-dire que le risque de chute est similaire entre les deux molécules. Alors, si je poursuis avec finalement un peu au niveau des psychotropes, les données probantes qu'on a, au niveau des hypnotiques en Z, là, je venais de mentionner le zopiclone, il y a eu une autre méta-analyse qui a été publiée qui nous dit que oui, il y a quand même une augmentation du risque de fracture documenté avec cette classe-là. Donc, on sait que quand, par exemple, les hypnotiques en Z comme le zolpidem, le zopiclone sont parus il y a plusieurs années, on pensait que ce serait peut-être plus sécuritaire, mais ce n'est pas si clair que ça parce que c'est quand même documenté qu'ils augmentent le risque de fracture. Ensuite, une autre classe au niveau des médicaments psychotropes qu'il faut aller rechercher quand on regarde les médicaments, ce sont les anticholinergiques. Donc, les anticholinergiques, ça peut contenir beaucoup de médicaments qui ont des propriétés anticholinergiques, mais au niveau des chutes, dans le fond, il y a quand même des données qui sont disponibles. Donc, je vous ai mis un peu un exemple d'étude. Ça, c'était une cohorte rétrospective chez des patients avec troubles neurocognitifs, soit mineurs ou majeurs, puis évaluait la charge anticholinergique
anticholinergiques. Donc, est-ce qu'on avait des médicaments à faible propriété anticholinergique, donc de niveau 1, ou avec des plus fortes propriétés anticholinergiques, avec une échelle qu'on appelle le Anticholinergic Cognitive Burden Scale. Et finalement, ce que ça nous disait, cette étude-là, c'est que de combiner des anticholinergiques qui seraient peut-être à plus faible propriété, ça augmentait le risque, mais de façon plus légère. Mais dans le fond, quand on regardait les molécules avec des plus fortes propriétés anticholinergiques, puis de ce niveau-là, il y a beaucoup de molécules qui sont disponibles en vente libre qui ont des fortes propriétés anticholinergiques. On peut penser au Gravol, on peut penser au relaxant musculaire, justement, que prend M. Victorin. Donc, on a un risque qui est plus élevé. Donc, il faut aller cibler les médicaments qui sont fortement anticholinergiques. Alors, ça fait le tour au niveau là, des psychotropes, disons antidépresseurs sédatifs. Si on continue avec la série de méta-analyses pour garder un peu les médicaments au niveau cardiovasculaire puis les autres classes de médicaments, bien, ce qui ressort, c'est que au niveau cardiovasculaire, ce sont une sorte de diurétiques en particulier, donc les diurétiques de Lenz. Donc, possiblement, les patients, peut-être en se dépêchant d'aller à la salle de bain, sont plus à risque de chute. Il y avait aussi la digoxine qu'on utilise pour certaines arythmies, donc qui ressortait à ce niveau-là. Mais de façon générale, quand on prend les antihypertenseurs de façon globale, ça n'augmentait pas de façon significative le risque de chute. Donc, ça ne veut pas dire qu'un patient est sur un antihypertenseur, qu'il faut absolument l'enlever s'il tombe. Il y a d'autres questions à se poser. Je vais y revenir dans peu de temps. Sinon, parmi les autres médicaments, les autres classes qui étaient mentionnées, il y avait les opiacés et les antiépileptiques. Les antiparkinsoniens, c'était à la limite d'être statistiquement significatif. Puis aussi, c'est quand même intéressant de voir que juste la polypharmacie, donc de prendre plusieurs médicaments dans les études, c'est documenté comme quoi ça augmente le risque de chute, mais c'est certain qu'après, il faut aller voir de façon un peu plus spécifique quelles sont ces classes de médicaments. Alors, je mentionnais qu'avec les antihypertenseurs, le risque n'est pas automatiquement augmenté. C'est vrai, mais il faut quand même aller se poser des questions parce qu'il y a quand même un risque qui est significatif, qui a été démontré dans différents contextes. Donc, les antihypertenseurs, il faut faire attention chez des patients qui ont déjà chuté ou avec blessure. Donc, ça, c'est un des contextes dans la littérature qui a été bien documenté. Ensuite, en début de traitement, le risque de chute pourrait aussi être accru. Donc, encore une fois, notre principe gériatrique de débuter à petite dose et de faire un suivi plus poussé, plus rapproché, ça peut être indiqué. Il y a aussi des patients qui sont sur des doses élevées, donc des grandes doses d'antihypertenseurs. Ces patients-là, c'est documenté qu'ils sont plus à risque de chute. Et finalement, nos patients qui sont traités pour l'hypertension, mais qui sont peut-être trop traités ou surtraités, donc avec des tensions en bas de 110, c'est aussi une situation qui est documentée comme quoi les antihypertenseurs contribuent au risque de chute. Alors, chez M. Victorin, si on regarde ça, il va falloir se poser la question, c'est quoi sa tension? Est-ce qu'il est vraiment en bas de 110? Et puis, il y en a quand même pas mal aussi. Donc, on va quand même pouvoir se poser la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on considère quand on veut venir justement déprescrire potentiellement ces antihypertenseurs-là? Donc, on va venir cibler les patients peut-être plus frêles et pour lesquels l'hypertension serait surtraitée, donc qui ont déjà chuté ou pour lesquels on a une hypotension qui est documentée ou une hypotension orthostatique. Puis, si on veut venir diminuer les antihypertenseurs, bien, on va venir le faire graduellement. Et quels médicaments, quand on en a plusieurs, justement plusieurs antihypertenseurs que notre patient prend, lesquels on peut peut-être venir cibler, bien, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce qu'il y a, par exemple, la présence d'effets indésirables potentiels qui seraient, par exemple, notre patient fait de l'hypotension orthostatique, puis il y a un antihypertenseur en particulier qui peut en causer, ou est-ce qu'on a un diurétique qui contribue aussi à de l'incontinence et pour lequel ça vaudrait la peine de prioriser celui-là?
Une autre façon de voir ça, c'est quand on a des médicaments qui traitent plusieurs comorbidités. Par exemple, on a des patients sous bêta-bloqueurs qui peuvent être donnés pour l'hypertension, mais qui sont aussi utiles si on a de la fibrillation auriculaire ou d'insuffisance cardiaque. Donc, on va vouloir conserver cette molécule-là et peut-être venir réduire d'autres molécules, comme par exemple un bloqueur des canaux calciques, d'hydropyridine, comme de l'amlodipine, par exemple. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de retirer le dernier médicament qui a été ajouté ou recommandé. Quand on suit des étapes de traitement, souvent on commence avec la base, puis les lignes directrices nous disent d'ajouter progressivement des molécules. Donc, si on prend pour l'hypertension, dans les dernières lignes de traitement, il y a la spironolactone, naturellement chez quelqu'un qui ne ferait pas d'insuffisance cardiaque. Donc, si jamais on a une hypertension qui est surtraitée ou qu'on soupçonne des chutes reliées à ça, bien, on peut venir retirer les dernières molécules qui ont été ajoutées. Et finalement, d'un point de vue tout simplement pratico-pratique, parfois, on peut décider de cibler un antihypertenseur qui est pris de façon fréquente, comme par exemple 3 fois par jour, ou qui est pris pour venir réduire le nombre de prises quotidiennes, dépendamment de ce que notre patient aussi est intéressé à avoir comme prise de médicaments. Comme outil disponible, je vous ai mis ici, il y a le regroupement des unités de soins hospitaliers gériatriques du Québec qui a publié plusieurs fiches cliniques. Donc, il y en a une sur l'hypertension. Il y a justement cet algorithme qui donne des pistes là, chez nos patients âgés fragiles pour lesquels il y aurait peut-être des tensions inférieures à ce qu'on voudrait avoir comme cible. Et ça amène des pistes de réflexion. Par exemple, un patient avec insuffisance cardiaque, bien, peut-être que s'il y a des symptômes d'orthostatisme, on va aller voir si on peut baisser les diurétiques. Peut-être qu'il y a une composante d'hypovolémie, tandis qu'on va conserver les autres molécules. Aussi, par exemple, un patient avec insuffisance cardiaque diastolique, on sait que c'est important d'avoir un bon contrôle de la fréquence ventriculaire chez ces patients-là. Donc, on va garder les classes qui servent à cet effet, donc les luno bêta-bloquants, et on va venir réévaluer les autres classes. Et peut-être juste un autre exemple sur ce schéma-là, si on avait un patient qui n'avait pas d'insuffisance cardiaque, mais par exemple avait de l'orthostatisme ou de l'incontinence, on pourrait venir cibler les diurétiques là, à ce moment-là comme cible des prescriptions. Donc, ça vous donne un peu là, des pistes à évaluer pour venir prioriser les médicaments à des prescrits. Alors, si je reviens à M. Victorin, dans le fond, lui, on a quand même plusieurs médicaments potentiellement, mais on va se demander, est-ce qu'il en fait de l'hypotension orthostatique? Donc, une chute un minimum de 20 mm de mercure de systolique ou de 10 mm de diastolique en position debout. Puis, finalement, quand on vient dépister cette hypotension chez lui, on voit que, oui, en effet, il y a quand même de l'orthostatisme qui est significatif chez ce patient-là, puis il est aussi étourdi, là, il nous rapporte quand on le met en position debout là, un peu trop rapidement. Alors, quand on a de l'hypotension orthostatique, en fait, on va pouvoir regarder aussi des médicaments de façon plus spécifique qui peuvent aller faire cet effet indésirable-là. Il y en a que j'ai déjà mentionné. On pense par exemple aux diurétiques qui pourraient contribuer à l'hypotension orthostatique. Il y a d'autres classes ou d'autres considérations qui vont se rajouter. Donc, on a les nitrates qui ont un effet de vasodilatation. Donc, à ce moment-là, naturellement, la pression peut chuter. Parfois, on a des patients âgés qui ont fait de l'angine il y a très longtemps, mais qui ne font plus d'angine en ce moment. Donc, on peut peut-être voir au niveau médical s'il y a une possibilité de réduire ces médicaments-là. Il y a aussi les alpha-bloquants. Donc, les alpha-bloquants peuvent être donnés soit pour l'hypertension ou aussi pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. On en a qui sont plus sélectifs, donc peut-être font moins d'hypotension orthostatique, quoique chez nos patients âgés, c'est quand même possible. Mais on voit d'emblée que M. Victorin, qui avait de la doxazosine, c'est une des causes possibles d'hypotension orthostatique chez lui. Ensuite, au niveau des bêta-bloquants, les bêta-bloquants, dans le fond, quand on fait de l'hypotension orthostatique, on veut avoir une réponse compensatoire du cœur qui va développer une tachycardie, mais les bêta-bloquants viennent bloquer cette réponse-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est une des classes qui peut être à considérer, surtout quand on a une fréquence cardiaque qui ne monte pas là, quand le patient se met debout. Mais on a certains bêta-bloquants
qui ont aussi d'autres propriétés, donc des propriétés alpha-bloquantes, donc qui vont venir vasodilater et qui vont contribuer à l'hypotension orthostatique. Et parmi ceux-ci, il y a le carvedilol et le labetalol. Donc, de ce point de vue-là, parfois, on peut changer, rester dans la même classe, mais changer d'agent pour venir réduire l'orthostatisme. Il y a les antiparkinsoniens. En fait, on sait que les antiparkinsoniens peuvent contribuer à de l'hypotension orthostatique, mais c'est quand même un équilibre avec le Parkinson de venir chercher la dose minimale efficace, mais tout en ayant un bon contrôle des symptômes moteurs, parce que naturellement, si on n'a pas un bon contrôle du Parkinson chez notre patient, on va augmenter son risque de chute, puis on va contribuer à des difficultés au niveau de son autonomie fonctionnelle. Ensuite, dans les autres classes qui peuvent contribuer à l'hypotension orthostatique, je voulais mentionner les antipsychotiques. Donc, il y a certains antipsychotiques qui ont plus de propriétés d'orthostatisme que d'autres, donc par des propriétés qu'on dit alpha-bloquantes. Et de ce niveau-là, il y a la clozapine et la quétiapine. Donc, si on a réellement besoin d'un antipsychotique chez notre patient, mais qu'il y a une hypotension orthostatique significatif, bien, parfois de venir changer d'agent et de choisir un agent qui serait peut-être moins à risque, ça peut être une option. Aussi au niveau des antidépresseurs, donc il y a plusieurs classes qui sont disponibles, mais ceux qui sont plus à risque d'orthostatisme, il y a les tricycliques, donc de façon générale, on les évite quand même chez la personne âgée, mais si parfois on est dans les dernières lignes de traitement, on a tout essayé, donc si pour les patients plus complexes, quand on n'a vraiment pas le choix de se rendre à ces molécules-là, bien, ce qu'on appelle les amines secondaires comme la nortriptyline ou la désipramine serait quand même un peu moins à risque de ce point de vue-là. C'est certain que de façon globale, le risque est moindre avec les ISRS, comme par exemple la sertraline de notre monsieur Victorin. Pour ce qui est des IRSN, comme la venlafaxine, c'est peut-être moins qu'avec les tricycliques, mais il y a quand même une certaine incidence rapportée d'hypotension orthostatique, donc ça serait à voir si un patient présente ça. Finalement, au niveau des inhibiteurs du SGLT2, c'est quand même une classe qui ne fait pas tant d'années que ça qu'on a sur le marché pour le diabète. Donc, les données sont limitées chez la personne âgée, mais on sait que ça peut causer de la diurèse, donc favoriser la déshydratation et l'orthostatisme. Donc, ça serait à prendre en considération si on a des patients qui sont ces molécules. Alors là, je vous ai parlé de beaucoup de classes finalement. Est-ce qu'on a des outils qui nous aident finalement à faire une somme et un résumé? Bien, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peut-être déjà entendu parler de la liste de Beers. Donc, la liste de Beers, qui sont des médicaments à éviter chez la personne âgée. Je voulais juste dire que oui, il y a une section pour les chutes et les fractures, mais il faut peut-être aller la chercher dans plusieurs sections. Donc, il y a une section qui cible le risque de chute et de fracture, mais il y a une section qui cible les syncopes. Donc, il faut essayer de faire un peu la somme des deux. Et parfois, il y a certaines classes qui ne vont pas s'y retrouver, mais c'est quand même une très bonne référence pour aussi aider à la révision globale de la médication. Ce que je voulais vous présenter, toutefois, c'était un outil qui est plus récent là, dans, disons, notre bagage. C'est ce qu'on appelle la liste Stop-Fall. Donc, ça le dit, Fall, ça a été conçu pour identifier les médicaments à risque de chute. Puis les auteurs ont fait justement voulu créer cette liste-là parce que des fois, on a plusieurs listes de médicaments qui contribuent aux chutes dans différents articles qui n'étaient pas tout le temps les mêmes. Donc, ils voulaient un peu une liste consensus puis amener des conseils pratiques pour la déprescription. Donc, ils ont fait un consensus Delphi, donc avec des experts, suite à une revue de littérature, quelle classe finalement, et les gens étaient d'accord pour dire que oui, ça vaut la peine de les réévaluer quand on a un patient à risque de chute. Et ils ont identifié 14 classes de ce point de vue-là. Et quelles sont ces classes? Je les ai résumées à la diapo suivante. Donc, il y en a beaucoup que je vous ai déjà mentionnées. Donc, c'est quand même basé sur les données probantes. Donc, c'est logique que les mêmes classes reviennent. On a nos sédatifs, les antipsychotiques, les opiacés, nos diurétiques, les antiépileptiques, nos anticholinergiques, les antidépresseurs. Mais on vient compléter avec nos alpha-bloquants, donc autant pour l'hypertension que pour l'hypertrophie bénigne de la prostate. On vient cibler des antihypertenseurs peut-être qui seraient plus à risque, comme nos vasodilatateurs. On vient cibler des molécules anticholinergiques données pour la vessie hyperactive, par exemple l'oxybutynin, donc, et d'autres molécules fortement anticholinergiques, mais qu'on retrouve dans les antihistaminiques, par exemple, comme le Benadryl. Donc, ça nous aide à nous faire comme une liste globale, là, vraiment, là, des médicaments qui peuvent être à risque de chute. Et je vous ai mis le site Internet là, pour aider à vous retrouver.
Pour ceux qui veulent aller consulter la référence, ce que je vous encourage, c'est parce qu'il y a quand même des tableaux intéressants, puis je vous ai mis un exemple ici, à savoir, ben oui, j'ai une classe, mais est-ce que j'ai des effets indésirables vraiment chez mon patient qui fait que je devrais la cibler de façon plus prioritaire? Par exemple, les antipsychotiques, est-ce que j'ai des signes de parkinsonisme? Est-ce que j'ai de la sédation? Est-ce que j'ai une vision brouillée, etc.? Donc, ça va nous aider plus à voir quel effet indésirable je pourrais venir rechercher chez mon patient pour prioriser quelle classe de médicaments on pourrait venir les prescrire. Et un autre exemple disons, de graphique ou qui est aussi pratique dans cette référence-là, c'est que ça vient un peu nous pister à savoir bien, lesquels on devrait être plus précautionneux et sevrer de façon plus graduelle. Donc, les molécules pour lesquelles il y avait plus de rouge, c'était les experts qui, justement, recommandaient que ces molécules-là soient sevrées de façon plus graduelle. Donc, il y a plus de risques de sevrage. Donc, c'est aussi un des outils pratiques qui est quand même disponible. Maintenant, quand on regarde les données probantes, à savoir, bon, on a identifié des médicaments qui augmentent le risque de chute, mais est-ce que c'est prouvé qu'en les réduisant, ces médicaments-là, on diminue les chutes? Là, il faut quand même que je sois honnête avec vous parce qu'il y a des limites au niveau des données probantes. Puis la méta-analyse récente à ce niveau-là, en fait, elle a regardé des études randomisées chez lesquelles il y avait justement des prescriptions des médicaments à risque. Ils ont inclus 5 études, mais la qualité de l'évidence était quand même jugée très faible à faible. Et ce que nous dit cette méta-analyse, c'est que on n'a pas encore de bonne évidence à savoir que de réduire ces médicaments-là ou de faire des interventions pour ça, disons que dans leur méta-analyse, il n'y avait pas d'effet sur les chutes ou les blessures. Je reviens à mon commentaire du début, qui était que les chutes sont un des facteurs à évaluer et doivent être pris dans un contexte d'évaluation puis de prise en charge multifactorielle. Donc, peut-être qu'un des aspects sous-jacents à ça, c'est que de cibler seulement les médicaments, ce n'est pas suffisant et il faut vraiment réviser les médicaments en contexte d'autres choses. Et la réalité aussi, c'est que dans ces études-là, le taux de succès réel à venir enlever complètement un médicament était quand même assez faible. Dans certaines études, c'était entre 10 et 40 %. Donc, c'est sûr que pour avoir un effet sur les chutes, il faut réussir à enlever le médicament. Donc, disons que ça fait partie des limites qu'on a. On espère qu'on va avoir des meilleures données là, dans le futur à ce niveau-là. Alors, si je fais un sommaire, finalement, de tout ça, c'est quoi les recommandations? Il y a eu un groupe de travail qui était européen, mais qui a quand même, qui c'est entre autres un des groupes qui a aussi travaillé sur les lignes directrices mondiales, qui est venu un peu nous dire, bien, au niveau de la médication, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Premièrement, avant de commencer un médicament qui pourrait contribuer à un risque de chute, bien, il faut vérifier l'histoire de chute. Ensuite, on vient réviser la médication pour tous les patients après une chute, ou soit quand il y a eu une chute dans l'année en cours ou qu'il y a des troubles d'équilibre de la marche. Puis ça, c'était une recommandation conjointe avec la Société américaine et la Société britannique. Et d'un point de vue du dépistage annuel puis de la révision annuelle des médicaments, ils privilégient de vraiment réviser tous les médicaments de façon plus, disons, plus régulière. Donc, aux 6 mois, si on a un aîné qui est vulnérable ou fragile, puis d'inclure, je vous ai parlé de beaucoup de classes, ça peut être complexe, donc d'avoir une évaluation multidisciplinaire qui comprend le pharmacien pour avoir de l'aide à ce niveau-là. C'est certain que dans ce groupe-là, ils ont soulevé qu'il y avait plusieurs barrières associées à la gestion de l'évaluation de la médication pour les chutes, c'est-à-dire qu'il y a parfois un manque de connaissances. Donc, j'espère que, du moins par la présentation d'aujourd'hui, vous allez ressortir plus connaissant. Mais il y a aussi un manque de perception du risque ou des conséquences pour les patients. Donc, il faut vraiment venir les éduquer et les sensibiliser, comme quoi la médication aussi a un rôle au niveau des chutes. Et ce groupe de travail-là a inclus finalement un algorithme là, pour justement un peu venir faire le schéma de pensée. Quand on identifie un médicament qui pourrait contribuer à risque de chute chez un patient avec une revue de la médication, bien, il faut vérifier, bon, est-ce qu'on a une bonne indication, est-ce que c'est la bonne dose, etc. Est-ce qu'on a des alternatives plus sécuritaires? Et naturellement, si oui, bien, en ce moment-là, on peut venir le modifier. Mais quand il n'y a pas d'alternative, bien, il faut vraiment
avoir un processus de décision partagée avec le patient pour voir, est-ce qu'on essaie quand même de réduire la dose ou finalement on vient jouer sur d'autres facteurs de risque. Quand si on pense à un antidépresseur qui serait absolument requis, on va venir jouer sur les autres facteurs de risque, que ce soit l'environnement, les autres trucs médicaux, donc pour minimiser ce risque-là de façon globale. Alors, si je reviens à notre monsieur Victorin, dans le fond, puis qu'on fait ce processus-là, on se rend compte qu'il y a finalement beaucoup de médicaments qui pouvaient contribuer au risque de chute chez lui. Premièrement, juste au niveau de l'hypotension orthostatique, j'ai mentionné la doxazocine. Il y avait aussi son diurétique s'il était un peu déshydraté. Mais il y a va falloir avoir vraiment plus d'informations sur sa tension parce qu'il y a beaucoup d'antihypertenseurs. Est-ce qu'il fait des hypoglycémies reliées à son médicament pour le diabète? La prégabaline, peut-être qu'il se disait qu'il était un petit peu endormi, puis ce n'était pas très clair. Donc, on va pouvoir se poser la question. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de médicaments, puis il va falloir voir aussi qu'est-ce qu'on priorise en premier chez ce patient-là. Alors, des questions à se poser, à savoir qu'est-ce qu'on vient prioriser. Pour chaque médicament, c'est quoi le bienfait, les autres bienfaits que le patient en retire. Par exemple, si c'est un antidépresseur pour des dépressions très récurrentes, peut-être qu'il est bénéfique. Est-ce que ça va être facile de l'enlever ou on a besoin de prendre vraiment beaucoup de temps? Est-ce que le patient il est prêt à arrêter un médicament? Donc, ça, ce sont des questions à se poser. Les principes gériatriques nous disent d'enlever un médicament à la fois, donc de prendre son temps. C'est valable pour la déprescription en contexte de chute et de faire le sevrage quand il y a justement un risque lié au retrait. Alors, ça peut être le médicament qu'on considère le plus néfaste. Par exemple, chez M. Victorin, si on a identifié l'hypotension orthostatique, on pourrait commencer avec lui. Mais après, ça peut être de voir le patient que quel médicament il est prêt à cesser ou qui peut-être occasionnerait moins de risque de sevrage. Donc, avec ce processus-là, on va pouvoir, disons, de façon graduelle, venir tranquillement, un par un, réduire les médicaments qui contribuent au risque de chute chez notre patient. Alors, ça fait le tour un peu, là, je sais que le temps passe, là, des messages que je voulais vous lancer. Donc, vraiment, de la révision de la médication en contexte de chute, je pense qu'identifier les médicaments, c'est la première étape, mais après, il faut vraiment essayer de cibler chez nos patients, est-ce qu'il y en a un plus que l'autre qui vient contribuer et de prioriser avec notre patient, lequel on va venir déprescrire en premier et comment et faire le suivi à ce niveau-là. Alors, je vous remercie, puis je vais être disponible pour les questions. J'aimerais remercier notre conférencière, Mme Papillon-Ferland, pour son excellente présentation sur la déprescription chez les aînés. Évidemment, durant la présentation, quelques personnes ont posé des questions. Je vois aussi qu'il y a des questions qui se présentent dans la boîte de discussion, mais si vous pouvez les mettre dans la section Q et R, ce serait plus facile pour nous. Juste un petit mot avant de passer aux questions. J'aimerais indiquer qu'à la fin du webinaire, vous serez redirigé vers Zoom pour répondre à un court sondage. Alors, nous apprécierions grandement si vous pouviez le faire parce qu'on aime présenter des webinaires de qualité comme celui-ci. Alors, juste avant de quitter le webinaire. Bon, passons aux questions. La première question est, quelle est la différence entre nombre et quantité de médicaments? Oui, ça, je pense que ça fait un lien avec le questionnaire d'attitude face à des prescriptions. En fait, le nombre de médicaments pourrait être tout simplement, par exemple, le patient prend 3 antihypertenseurs, mais la quantité de médicaments peut être aussi en termes de nombre de pilules ou de nombre de fardeau global. Donc, parfois, j'avais un patient récemment qui prenait un supplément de magnésium, mais ça faisait 5 comprimés de magnésium. Donc, c'est un médicament, mais ça représente quand même une quantité de comprimés qui est importante. Donc, quand on vient évaluer le fardeau de la médication puis la complexité, c'est 2 choses à venir questionner. OK. Merci. L'autre question est pour l'association entre chute et antidépresseurs tricycliques, est-ce que l'effet est dose dépendant? J'ai comme notion que c'est surtout à dose plus élevée que le risque de chute augmente. Bien, c'est certain que de façon générale, oui, le risque peut être dose dépendant parce que plus on augmente la dose, plus les effets indésirables peuvent survenir. Ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois, on a l'impression qu'une petite dose ne contribue pas, mais il faut se rappeler que chez la personne âgée, il y a quand même des altérations au niveau du métabolisme, que ce soit au niveau du métabolisme au niveau du foie, au niveau des reins. Donc, une petite dose chez un patient plus jeune
jeune peut avoir plus d'effet chez un patient âgé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut, disons, carrément ignorer ça en disant qu'il n'y a pas de risque chez ce patient-là. Mais c'est toujours de se demander la question, est-ce que le bienfait que mon patient retire est plus grand? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives de ce point de vue-là aussi? C'est pourquoi on avait choisi un tricycle à la base. Est-ce parce qu'on avait tout essayé ou finalement, il n'y avait pas vraiment une bonne raison et à ce moment-là, on devrait changer de classe ou considérer, par exemple, des interventions non pharmacologiques quand c'est donné, par exemple, pour le sommeil. OK. L'autre question est dans la boîte de discussion. Alors, selon vous, quel serait le ou les grands messages sur la déprescription à transmettre à des aînés d'un groupe participant à un programme de prévention des chutes? Ah, c'est une bonne question. En fait, je pense que c'est de les sensibiliser au fait que la médication est une des choses qui peut contribuer. Et dans le fond, peut-être que ce que les aînés souvent perçoivent moins, c'est quelle sorte de médicament qui peut contribuer aux chutes. Donc, et quand je vous ai parlé des différentes classes, quand on regarde la globalité de ça, ce sont majoritairement des psychotropes. Oui, il y a d'autres choses, mais donc, je pense d'aller sensibiliser le patient au fait qu'il faut qu'il comprenne bien, c'est quoi sa médication, puis est-ce qu'il y a des classes là-dedans, comme par exemple les psychotropes, qui pourraient affecter l'équilibre. Donc, ça serait important parce que l'autre chose que parfois les patients nous disent, c'est « Ah, mais ça fait longtemps que je le prends », mais de mettre ça dans le contexte des changements qui se produisent avec l'âge, puis d'expliquer que les molécules peut-être peuvent plus s'accumuler alors que ce n'était pas le cas quand il était plus jeune. Je pense que c'est une des choses à expliquer. Puis l'autre chose, c'est « Ah, mais je ne sens pas d'effet secondaire », mais ça ne veut pas dire qu'on a absolument besoin de se sentir étourdi. Parfois, ce sont des réflexes qui sont ralentis, donc d'expliquer un peu le mécanisme aussi pour que les patients comprennent mieux finalement le comment ce médicament-là pourrait affecter leur équilibre. Donc, en tout cas, il y a plusieurs messages, mais je pense que ça en fait partie de quelques-uns. Je crois qu'on a encore le temps pour une autre question. Est-ce qu'il y a des études qui démontrent que le trazodone a moins de risques sur la mémoire comparé au zopiclone? Au niveau de la mémoire, pas à ce que je sache. Ce sont deux molécules qui n'ont... Au niveau de la mémoire, souvent, on va regarder les propriétés anticholinergiques. Donc, ce sont deux molécules qui ne sont pas reconnues pour étant fortement anticholinergiques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dénués de toute propriété, mais disons que je ne connais pas de données comparatives à ce niveau-là. Je ne vois pas d'autres questions et puis il ne reste qu'une minute. Alors, j'aimerais vous remercier encore une fois, Mme Papillon-Ferland, c'était excellent. Et puis, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé au webinaire. Et encore une fois, n'oubliez pas de remplir le sondage d'évaluation. Et je vous souhaite de passer une belle journée. Bonjour. En ayant de l'électricité. Oui, oui, si tout le monde a de l'électricité. Merci.